Chers étudiants, nous revoilà pour la continuité du chapitre dédié aux aberrations chromosomiques. Et comme vous pouvez le constater, dans cette partie, nous allons nous intéresser aux anomalies de structure. Voilà, donc toutes ces anomalies qui touchent l'intégrité du chromosome. On ne touchera pas au nombre de chromosomes, mais uniquement à sa structure particulière. Donc, on va l'aborder sous forme de petites généralités concernant l'ensemble des anomalies de structure et même de toutes les autres anomalies. Et on va s'attarder préférentiellement aux délétions. Donc, lorsqu'il y a une perte d'une petite partie du chromosome, lorsqu'il y a une inversion, donc la structure du chromosome est inversée, et lorsque, dans certains cas, c'est encore plus flagrant, lorsqu'il y a une translocation, c'est-à-dire un mouvement carrément d'un fragment ou d'un bras chromosomique d'un chromosome à un autre. Et on va évaluer aussi les conséquences des anomalies de structure. Les anomalies chromosomiques générales peuvent être vues sous cette forme, qu'elles soient en méiose ou en mitose. Et elles peuvent avoir lieu ici, c'est-à-dire chez les parents. Donc, pendant la formation des gamètes. Donc, il peut y avoir des anomalies chromosomiques ici. Qu'elles soient ici constitutionnelles, bien entendu, puisque elles ne sont pas acquises, elles existent chez les parents. Voilà. Lorsque l'anomalie existe ici, chez les parents, donc il se forme un zygote et on va jusqu'à une anomalie homogène, c'est-à-dire une anomalie qui se trouve partout parce qu'elle a été héritée dès le départ. Donc, elle est au niveau du zygote, elle est au niveau de toutes les cellules de l'embryon, elle est au niveau du bébé et elle est au niveau de toutes les cellules somatiques et autres germinales de l'individu. Parfois, l'anomalie chromosomique se présente après la formation du zygote. Donc, après. Les parents sont sains, comme vous pouvez le constater ici. L'anomalie se présente ici et il peut y avoir ce qu'on appelle des anomalies en mosaïque. Certaines cellules peuvent être touchées, d'autres ne le seront pas. Dans un troisième cas plus particulier, l'anomalie se trouve ici, c'est-à-dire après la naissance. Les individus, les parents sont de constitution normale, le zygote évolue normalement vers l'embryon et le bébé, il va naître normalement, et donc ici il s'agit de la genèse de situations d'anomalies chromosomiques qui peuvent aboutir à des tissus cancéreux dans ce cas. Donc, on n'a pas parlé de tissus cancéreux dans les deux premiers cas, mais on a parlé de tissus cancéreux dans le troisième cas. Ça, c'est pour donner une idée générale de la localisation de l'anomalie chromosomique. Encore une fois, elle se passe à un plus haut niveau chez les parents, elle se passe à un niveau intermédiaire après la formation des gamètes, et donc après la formation du zygote. Donc jusqu'ici tout va bien, mais après l'œuf fécondé commencent les problèmes. Ou bien elle se forme une fois que l'individu est né, c'est-à-dire tout s'est bien passé chez les parents et chez le zygote, mais après la naissance, il y a eu des problèmes. Et après la naissance, ça peut se faire juste après la naissance, comme ça peut se faire à l'état adulte ou juvénile. La première anomalie sur laquelle nous allons nous attarder, c'est la délétion. La délétion est une mutation chromosomique caractérisée par une perte d'un segment du chromosome.
Et donc, il y a cassure et il n'y a pas de réparation. Donc, un chromosome subit une cassure, il perd cette partie qui est cassée, parce que s'il y a réparation, donc c'est bon. Il la perd et nous allons bien sûr avoir affaire dans la plupart des cas à des anomalies de type hétérozygote. Les délétions homozygotes sont létales. Toutes les délétions qui touchent les deux chromosomes sont létales, parce qu'elles sont graves. Imaginez-vous un petit peu un chromosome, une paire chromosomique. Chacun des deux chromosomes a perdu la même région du chromosome. C'est ce qu'on appelle une délétion homozygote. Par contre, une délétion hétérozygote, nous avons un chromosome qui reste normal et un deuxième chromosome homologue qui a perdu une partie. Donc cette partie qui est perdue, il y a une contrepartie qui est toujours présente dans le chromosome, dans le deuxième chromosome homologue. Mais même avec la délétion hétérozygote, nous allons assister à l'apparition de phénotypes particuliers, comme c'est le cas du syndrome du cri du chat. C'est une maladie qui est rare, comme toutes les maladies qui touchent les chromosomes. Ce n'est pas à chaque fois qu'on trouve des anomalies de cette nature. Elle est due à une délétion d'une toute petite partie du bras court du chromosome 5. Alors, on vous dit ici exactement à 5p15-2 et 5p15-3. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la partie de la sous-bande 2 et 3 de la cinquième bande de la première région du bras court du chromosome 5. Donc c'est une toute petite partie entre les sous-bandes 2 et 3. Le phénotype caractéristique de cette maladie est appelé phénotype maladie du cri du chat, parce que les individus ou bien les enfants touchés par cette anomalie sont caractérisés par un miaulement comme des chats, notamment pendant la période juvénile. Donc leur voix est complètement modifiée. Ceci est une anomalie qui est supportable. Les autres anomalies qui sont associées à cette caractéristique du cri du chat, c'est la microencéphalie, c'est-à-dire que le cerveau ne s'est pas développé convenablement, il est relativement petit par rapport au cerveau normal, notamment la partie du cerveau central, la partie de l'encéphale. Hein. Et il y a aussi un léger retard mental chez les individus. Durant la méiose, on va voir qu'il se passe aussi, il se produit des situations particulières qui fait que la méiose ne se fait pas convenablement. Parce que la partie qui n'est pas délétée dans le chromosome normal n'arrive pas à trouver la partie homologue dans le deuxième chromosome, donc la méiose ne se fait pas convenablement. Dans beaucoup de cas, il se forme une boucle de délétion, c'est-à-dire la partie qui existe n'arrive pas à trouver semblable pour réaliser les crossing over. Le deuxième type d'anomalie qui est aussi relativement fréquent, mais qui est rare aussi, il faut pas exagérer, ça, il ne faut pas dire que, il faut pas croire quand on entend parler des anomalies que c'est fréquent. Les inversions sont fréquentes dans leur rareté.
Voilà ce que j'ai voulu dire pour mélanger le fréquent et rare en même temps. Ce sont les inversions. Alors, l'inversion, elle est caractérisée par la présence de deux cassures. Il faut qu'il y ait deux cassures en même temps, suivies d'une rotation de 180 degrés du fragment cassé, suivie d'une réparation. Donc, j'ai un chromosome, j'ai une partie de ce chromosome qui est cassé ici, et au lieu de subir la réparation directement, le chromosome, la partie cassée fait une rotation, ou bien subit une rotation, puis suivie d'une réparation. L'inversion est péricentrique lorsque le centromère est inclus dans le segment inversé. Elle est paracentrique lorsque le centromère n'est pas inclus. Pourquoi on parle de ces deux inversions et on les a séparées? Parce que lorsque l'inversion est péricentrique et que le centromère est inclus dans l'inversion, ça pose plus de problèmes pour la division cellulaire, parce que, souvenez-vous bien, le centromère, à travers son kinétochore ou bien son cinétophore, intervient dans la division cellulaire à travers les microtubules du fuseau mitotique. En général, l'inversion ne provoque pas de perte d'ADN. Donc, lorsque la cassure a lieu, elle est tout simplement inversée et c'est tout. Mais il se peut que parfois, si la cassure a lieu à l'intérieur d'un gène, on aura un problème dans l'expression de ces gènes. Regardez maintenant, quand on réalise cette inversion, on prend l'ordre des gènes ABCD, EFG, H, sur un chromosome normal. Et on suppose que le fragment BCD est inversé. Donc l'ordre des gènes sera A, D, C, B, E, F, G, H. Souvenez-vous maintenant, lorsqu'on avait parlé la dernière fois de l'établissement de l'ordre des gènes et des distances entre les gènes. Il est évident maintenant que la distance, par exemple, entre B et D, ici, risque de changer. B et C, C et D, parce que, notamment, les distances entre A et B, la distance entre D et E, par rapport à ce qui se passe ici. Si je prends, par exemple, pour le chromosome normal, la distance AB, elle est là, on dira qu'elle est petite, puisque les gènes AB sont juxtaposés, l'un à côté de l'autre. Regardez maintenant sur le chromosome inversé, entre A et B, il y a deux autres gènes. Et il est difficile, souvenez-vous bien, les gènes sont éloignés, il est difficile de créer un crossing over dans la région AD en même temps, avec DC en même temps et CB en même temps, pour évaluer la distance entre AB. Donc, les distances entre les gènes changent, l'expression des gènes peut changer. Alors, ce qui se passe ici, c'est que les individus qui sont porteurs de ces mutations, de ces inversions, quand on prend cet individu à l'état hétérozygote, un chromosome normal, un chromosome inversé. Mais si on regarde les gènes A, on trouve qu'il a 2A. Quand on regarde les gènes B, il a 2B. Les gènes D, il a 2D. Les gènes H, il a 2H. Donc il est diploïde normal, avec seulement une localisation différente des gènes. Donc d'un point de vue génotype, il est déséquilibré. D'un point de vue phénotype, il est équilibré. C'est pour ça qu'on appelle ces individus hétérozygotes, porteurs d'une inversion, mais équilibrés sous forme phénotypique. Maintenant, si on apparie
les chromosomes ABCDEFGH et ADCBEFGH, si la région A de ce chromosome peut s'apparier avec la région A du deuxième chromosome et que la région EFGH de ce chromosome peut s'apparier d'une façon longitudinale directe avec la région EFGH du deuxième chromosome, parce que c'est des homologues parfaits, la région BCD ne peut pas s'apparier avec la région DCB. La région BCD, encore une fois, n'est pas homologue de DCB. Par contre, la région BCD lue de cette façon, elle est homologue de BCD lue dans la situation inverse. C'est pour ça qu'il se formera une boucle d'inversion pour permettre au chromosome de s'apparier. La présence de la boucle d'inversion, contrairement à un appariement longitudinal des chromosomes sur la plaque équatoriale, cette présence est une présence problématique. La boucle étant une boucle, elle est sous forme globuleuse, elle risque de casser à l'endroit de l'intersection des chromosomes et provoquer des situations anormales. Elle peut enchaîner les chromosomes dans les différentes cellules d'une façon désordonnée et déséquilibrée. Je schématise pour mieux comprendre ici. Nous avons une situation normale, ABCDE, d'un chromosome qui est dupliqué en métaphase. Ou bien, dans le cas d'une inversion à laquelle, toujours, nous avons ACBD par rapport à ABCD. Ou bien, ABCDE par rapport à C, B, D et E. Donc c'est tout un segment qui est modifié et qui est transloqué. La boucle d'inversion dont je parlais, c'est celle-là. Les chromosomes n'arrivent pas à s'apparier d'une façon longitudinale. On ne peut pas apparier la séquence ABCDE avec la séquence ACBDE. On ne peut pas apparier ABCD avec AC, B et D. On ne peut pas les apparier d'une façon longitudinale. La boucle d'inversion, telle qu'elle se présente ici, est un danger pour la cellule. Dans un certain nombre de cas, la cellule reste bloquée pendant la division cellulaire, elle n'arrive pas à évoluer et la cellule meurt. Vous savez, quand on avait parlé la dernière fois du cycle cellulaire, on avait dit qu'il existait des points de contrôle avant l'entrée en méiose, après méiose ou mitose, avant l'entrée, à la sortie et même pendant la duplication de l'ADN. À chaque point de contrôle, il est décidé par la cellule, est-ce qu'elle va aller au-delà ou pas. Et si la cellule n'arrive pas à y aller au-delà d'un point, elle quitte le cycle cellulaire. Ou bien, elle meurt. Dans ce cas où on se projette dans l'anomalie, la cellule, elle ne vit pas normalement, donc elle ne produit pas des gamètes normaux, parce que cet appariement est problématique. Elle ne meurt pas, mais elle va continuer à vivre. C'est la troisième possibilité qui s'offre à la cellule et à l'organisme. Elle va continuer à vivre et à survivre, mais avec des anomalies. Et dans la génétique naturelle, c'est-à-dire ce qui se passe dans la nature sans l'intervention de l'homme, ça s'appelle la sélection aussi. Ça s'appelle la sélection suite à des mutations. La mutation peut tuer, elle peut provoquer des anomalies de phénotype, comme elle peut passer inaperçue.
Regardez maintenant le chromosome A, B, C, D, E. C'est celui-là. Il est normal. Regardez le deuxième chromosome qui est inversé. Il adopte une structure particulière, il forme la boucle à l'intérieur pour s'adapter à cette structure. Nous avons cette partie A qui peut s'apparier directement avec cette partie A. Et les voilà, A et A. Nous avons la partie DE du chromosome inversé qui peut facilement s'apparier avec la partie DE du chromosome normal. Voici les deux parties. Et voici maintenant la partie C du chromosome normal qui s'apparie avec la partie C du chromosome anormal suite à l'inversion et suite à la formation de la boucle, et la partie B du chromosome normal qui s'adapte dans le but de s'apparier avec la partie B du chromosome inversé. En somme, cette boucle donne la possibilité à la fois aux régions qui sont restées normales, A et DE, de s'apparier d'une façon normale, d'une façon longitudinale. Les voilà, DE d'une part et A d'autre part. Et en même temps, rapprocher B qui est là de B qui est là et C qui est ici sur le bras court pour s'apparier avec le C qui est sur le bras long. Et voici la situation. Juste pour mentionner que ici il s'agit d'une inversion péricentrique dans laquelle le centromère est inclus dans l'inversion, et ici il s'agit d'une inversion paracentrique dans laquelle l'inversion ne touche pas le centromère. L'inversion touche le segment BC sur un seul bras. La situation par la suite, pendant la formation des gamètes, bon, donc ici nous sommes en méiose, les chromosomes homologues peuvent, regardez le X qui est là, peuvent former des crossing over et s'échanger par recombinaison des parties de leur chromosome. Et c'est ainsi qu'on formera des gamètes. Regardez le chromosome du bas qui va former un gamète. A, C, B, D et E. C'est un chromosome qui ressemble à ce parent, au chromosome de ce parent. A, C, B, D, E. Quel est le problème de ce chromosome? Et donc, quel est le problème de ce gamète? Ce gamète, il possède un seul problème, c'est qu'il est réarrangé. Il est normal du point de vue phénotypique. Il contient tous les gènes que doit contenir le chromosome normal, sauf qu'il les contient dans un certain ordre, comparativement à celui-là. A, B, C, D et E. Alors, A, B, C, D, E, c'est un chromosome qui va donner un futur gamète qui sera complètement normal, comme son parent, le deuxième parent, A, B, C, D, E. Regardez maintenant cette partie du chromosome qui va donner un gamète de garniture A, B, C et A. Donc ce gamète, il est caractérisé par quoi? Il est caractérisé par la présence de deux A, au lieu d'avoir un A. Souvenez-vous de la loi de la ségrégation de Mendel, qui disait que les caractères se séparent. On hérite un seul A, on hérite un seul B dans les gamètes. On n'hérite pas deux A. Donc celui-là, c'est une disomie en quelque sorte. Au même moment, regardez bien, nous avons A, B, C, A, mais nous n'avons pas
DE. Donc, il a une partie du chromosome en plus. Donc, il a le gène A en 2 exemplaires et il lui manque DE. Lorsque ce gamète, qui est anormal, s'unit avec ce gamète, qui est normal, plus ou moins, ou bien avec ce gamète qui est complètement normal, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner naissance à un individu qui aura 3 A, 1, 2, 3, mais qui aura un seul D et un seul E. Un seul D et un seul E, puisqu'il n'y a pas de D et E ici. C'est une monosomie partielle pour DE et une trisomie partielle pour A. Je dis bien partielle. La monosomie n'est pas totale parce que ce n'est pas le chromosome entier qui manque. La trisomie n'est pas totale parce que ce n'est pas un chromosome entier qui existe en 3 exemplaires. Il s'agit de gènes A qui existent en 3 exemplaires, le voilà, 1, 2 et 3, lorsqu'on féconde ce gamète avec ce gamète. Donc nous avons une trisomie partielle pour A et une monosomie partielle pour D et E. Nous avons D et E ici, un seul D et un seul E, et il n'y a pas de D et de E ici. Regardez maintenant, si je féconde ce gamète, E, D, C, B, D, E, avec un gamète E, D, C, B et A, ou bien A, B, C, D, E. C'est la même chose. On aura le même principe après la fécondation, une monosomie partielle pour A, il y aura cet individu, suite à cette fécondation, aura un seul gène A, mais il aura 3 gènes E, 1, 2 et 3, et 3 gènes D, 1, 2 et 3. La même chose va se réaliser ici, il suffit de suivre par la suite la séparation des chromosomes. Ce que je veux dire par là, c'est que, en regardant encore une fois, bien comme il faut ici, les 4 types de gamètes formés par cet individu, un quart A, B, C, D, E, un quart E, D, B, C, D, E, un quart A, B, C, A, un quart A, C, B, D et E, nous allons avoir finalement 50% de gamètes viables, celui-là et celui-là. Celui-là, il est viable, il est génotypiquement normal. Celui-là, il est viable, il est génétiquement équilibré. Au lieu d'avoir les gènes sous un ordre A, B, C, D, E, il les a sous un ordre A, C, B, D et E. 50% des gamètes sont viables. Il aura par contre ce gamète E, D, B, C, D, E et ce gamète A, B, C, A, ce sont des gamètes non viables parce qu'il leur manque une partie importante de leur génome. Donc, le croisement d'un individu touché par une inversion avec un individu normal va donner la possibilité de la semi-stérilité, c'est-à-dire un individu semi-stérile, un individu qui ne possède pas ou bien qui ne produit pas le nombre suffisant de gamètes viables. Au lieu de produire par exemple 1 million de gamètes viables, fécondables, il va produire uniquement la moitié, c'est-à-dire 500 000. On peut voir d'autres schémas d'inversion, c'est juste pour votre information ici. On réalise peut-être une complexité de l'inversion avec des couleurs pour montrer les parties inversées et à
à chaque fois on forme des gamètes déséquilibrés. L'inversion ici c'est nettement mieux lorsque nous avons affaire à une inversion péricentrique et la méiose qui va suivre par la suite avec la première division méiotique et la deuxième division méiotique. Regardez les chromosomes ici, les gamètes par la suite. Regardez A, B, C, D, c'est un gamète normal. Regardez A, B, C, A, c'est un gamète anormal. Regardez la deuxième catégorie, A, C, B, D, c'est un gamète équilibré. Il n'est pas complètement normal parce que son génotype a été modifié. Et celui-là, regardez, D, C, B, D. C'est ce qu'on a vu il y a un moment. Donc il y a deux exemplaires de D, le voilà, un exemplaire ici, un exemplaire ici, et il n'y a pas le moindre exemplaire de A. Alors que le gamète normal, c'est celui-là, A, B, C et D. Donc nous avons 50% parmi l'ensemble des gamètes, 50% donc ce gamète et celui-là, ils sont fécondables, ils sont viables. Celui-là, un quart, représente des gamètes normaux génotypiquement et phénotypiquement, c'est-à-dire tout y est en place. Celui-là, un quart, il est ACBD, donc le phénotype normal, il contient tous les marqueurs phénotypiques, mais ils sont positionnés d'une façon inversée. Par contre, ce gamète et ce gamète, parce qu'il leur manque des gènes ou bien ils ont des gènes en plus, ils sont non viables. La troisième anomalie majeure aussi que l'on peut rencontrer, ce sont les translocations. Les translocations représentent un échange. Une translocation réciproque, par exemple, c'est celle qui s'échange des chromosomes, des parties de chromosomes entre deux chromosomes différents. Ils ne sont plus, ce n'est plus ici des chromosomes homologues. Donc vous avez par exemple un fragment du chromosome 5 qui va aller se positionner sur le chromosome 4 et cette même partie du chromosome 4 va venir s'installer sur le chromosome 5. Il s'agit d'un réarrangement, il n'y a pas de perte chromosomique, c'est un remaniement équilibré. Encore une fois, parce que chaque chromosome a perdu une partie au profit d'un autre chromosome qui n'est pas son homologue, le problème va se poser en méiose parce que les chromosomes n'arrivent pas à s'apparier convenablement, parce que en essayant de s'apparier d'une façon longitudinale, comme on l'a signalé auparavant, on constate qu'une partie du chromosome homologue, elle se trouve sur un autre chromosome. Donc il faut aller chercher cet autre chromosome et créer ce qu'on appelle une courroie de translocation. Tout à l'heure, nous avons parlé de la boucle d'inversion. Maintenant, on parle de la courroie de translocation. Voici la fameuse courroie de la translocation, hein, parce qu'elle est sous forme de courroie. Voici la translocation, comment elle se présente originellement. Vous avez un chromosome dupliqué ici, nous sommes en métaphase, bien entendu. Voici un chromosome A et un chromosome B, qui ne sont pas des homologues, bien entendu. L'un, il est A, l'autre, il est B. Regardez, la forme, elle est différente, la structure, elle est différente. Ce sont les chromosomes qui n'ont pas assisté et qui ne sont pas mêlés à la translocation. Regardez maintenant les chromosomes du milieu avec un petit t mis dans une parenthèse A, 2 points B, ça veut dire qu'il y a une translocation entre A et B d'une façon hétérozygote.
le chromosome A, ou bien une grande partie ou une partie du chromosome A, et une partie du chromosome B. Le chromosome B prend une partie du chromosome A, et le chromosome A prend une partie du chromosome B. Ça, c'est une translocation hétérozygote, encore une fois, parce que les chromosomes sont restés de telle façon à ce qu'il y ait un chromosome de la première paire, il est complètement normal, un chromosome de la deuxième paire, il est complètement normal. Au lieu d'apparier en méiose la paire A toute seule et la paire B toute seule, parce que c'est ce qui se passe dans une méiose normale. Dans une méiose à translocation, on doit chercher la paire chromosomique 3 et la paire chromosomique 4 et leur trouver une façon de s'apparier pour apparier non seulement les régions homologues entre chromosomes et les régions homologues entre des chromosomes différents, A et B. Dans la diapo précédente, j'allais dire qu'il y a un certain nombre de ségrégations lorsqu'on arrive en anaphase. Toutes ces ségrégations sont des ségrégations à problème. Et encore une fois, lorsque Mendel a parlé de ségrégation indépendante des caractères, normalement, A et B vont se ségréguer d'une façon indépendante les uns des autres. La paire A va trouver son compte ici, la paire B va trouver son compte ailleurs. Mais par contre, dans cette anomalie, dans cette situation, il va falloir les rassembler. Et quand on rassemble cette situation, vous voyez, A et B, ils sont opposés l'un à l'autre. Ça, c'est la paire, une paire A, c'est celle-là. Ça, c'est la paire B, c'est celle-là, elle est normale. Ça, c'est le B modifié, et ici, c'est le A modifié. Ils sont arrangés de telle façon à ce que cette partie qui se trouve, cette partie de B qui se trouve sur le chromosome A va pouvoir s'homologuer avec cette partie qui se trouve sur le chromosome normal, mais au même moment ramener cette région-là pour s'apparier avec son homologue du deuxième chromosome. Chaque type de ségrégation va nous donner naissance à des, si vous voulez, à des gamètes ou bien à des situations plus ou moins normales et anormales. Voici un gamète normal. Ça, c'est un gamète qui contient un chromosome A et un chromosome B. La seule constitution chromosomique acceptable est celle qui donne naissance, c'est-à-dire une ségrégation, qui donne naissance à des gamètes ayant un exemplaire de A et un exemplaire de B. Regardez dans le type alterné. Une partie des chromosomes, une partie des gamètes donne naissance à des chromosomes de type A et de type B, mais une partie uniquement. L'autre partie, elle est mauvaise, regardez. C'est des translocations, c'est des pertes de chromosomes ou bien des ajouts de chromosomes. Donc les gamètes ne seront pas normaux. Regardez maintenant lorsque ce gamète et ce gamète s'unissent. Ils vont donner naissance à un individu normal. Le voilà, il est normal. Lorsque celui-là et celui-là s'unissent, ils vont donner naissance à un individu transloqué.
lorsque ce gamète et ce gamète s'unissent, ils vont donner naissance à des additions de fragments et des soustractions de fragments. La même chose ici, la même chose ici, la même chose, et à chaque fois c'est la même chose. Donc, la translocation, je peux vous dire qu'elle est beaucoup plus complexe que l'inversion, parce que l'inversion, elle concerne un seul chromosome. Les gènes qui sont inversés restent dans le chromosome homologue. Vous avez un chromosome de constitution ABCD, vous avez un chromosome homologue de constitution ACBD. La translocation, par contre, fait intervenir des chromosomes différents. Donc vous avez ici le chromosome 3, par exemple, normal, avec le chromosome 4 transloqué, et vous avez ici le chromosome 5 normal avec le chromosome 5 transloqué. Le chromosome 5 transloqué, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a les caractéristiques du 5 avec les caractéristiques du 3, et vice-versa. Et c'est pour ça que pendant la méiose, il va falloir rechercher la paire chromosomique 3 et la paire chromosomique 5 et les ramener ensemble sous forme de cette caroi. Alors que Mendel parlait de la ségrégation indépendante. Donc c'est pour ça que ça devient difficile et ça formera des gamètes déséquilibrés. Il y a un deuxième type de translocation qu'on appelle la translocation robertsonienne, par rapport au chercheur Robertson qui a mis en exergue ce type de translocation. Il s'agit d'une fusion centrique. Donc ce n'est plus une translocation, mais vous avez deux chromosomes, notamment acrocentriques, hein, l'un ici, l'autre là, avec les centromères complètement en haut. Alors celui-là, il vient et il se positionne de cette façon. Donc à un certain moment, nous allons former un chromosome à deux centromères, mais en réalité, dans la physiologie, dans la fonction, un centromère reste fonctionnel, l'autre perd sa fonction. Dans le karyotype, maintenant, quand on regarde un karyotype d'un porteur d'une translocation robertsonienne, nous allons avoir 45 chromosomes. Il n'y a pas 46, parce que deux chromosomes se sont unis pour former un seul. Donc, quand on compte le nombre de chromosomes, on risque de penser à une anomalie de nombre, parce que nous venons de compter 45 chromosomes au lieu de 46. Et c'est pour ça, encore une fois, que la technique de bande vient en sauveur, parce qu'elle va nous permettre de voir les bandes et de constater finalement qu'il s'agit d'une translocation, il s'agit d'une fusion, donc de deux chromosomes se sont transformés en un seul. Généralement, ce sont deux chromosomes acrocentriques qui se transforment en un seul chromosome métacentrique. La fusion centrique représente l'anomalie chromosomique la plus fréquente dans la population humaine. Et c'est cette caractéristique, ces fusions, ces translocations robertsoniennes qui ont fait diminuer le nombre de chromosomes à travers l'évolution des espèces qui ont beaucoup de chromosomes jusqu'aux espèces qui ont moins de chromosomes et qui ont pu survivre parce que aussi il faut constater que le noyau est un espace restreint et qui ne peut pas accommoder beaucoup de quantités d'ADN comme ça pour rien. La méiose après la translocation robertsonienne, elle est probablement un peu plus facile à gérer que la translocation réciproque qu'on a vue tout à l'heure.
Et là voilà, on peut prendre le chromosome 13 d'une part, le chromosome 21 d'autre part, et le chromosome 13 et 21 transloqués. Donc ici, il y a le chromosome 13 et ici, il y a le chromosome 21. Les deux chromosomes, après cette fusion, ils ont perdu ces satellites qui existent ici. Donc, vous avez un chromosome 13 normal, un chromosome 21 normal et un chromosome qui représente à la fois le 13 et le 21 sous forme d'une translocation. Voici pendant la formation des gamètes le même principe. Après les deux divisions méiotiques, après les types de translogation, qu'elles soient alternées ou bien adjacentes, voici les chromosomes, les gamètes qui se forment. Un gamète normal sera formé, bien entendu, d'un chromosome 13 et d'un chromosome 21. C'est le principe de la ségrégation des caractères. Voici les gamètes qui seront formés. Dans ce cas, c'est un gamète normal. Regardez-le bien. Il possède un chromosome 13, un chromosome 21. L'union de ces deux gamètes, éventuellement, va former un individu normal. Il est complètement normal. Il a deux chromosomes 13, il a deux chromosomes 21. Regardez maintenant les autres chromosomes, à commencer par les autres individus, à commencer par celui-là, ce gamète qui est formé ici. C'est un gamète qu'on dit équilibré. Il est équilibré pourquoi? Parce que, en réalité, il n'y a qu'un seul chromosome dans ce gamète, au lieu de deux, mais regardez, cette partie c'est le chromosome 13 et cette partie c'est le chromosome 21. Donc il est équilibré, il est viable. Regardez l'individu qui va être formé, il possède deux chromosomes 13 et deux chromosomes 21. La différence c'est quoi? C'est que il y a un chromosome 13 individuellement, il y a un chromosome 21 individuellement, il y a un troisième chromosome sous forme de chromosomes 13 et 21. Ce karyotype, il va avoir 46 chromosomes, ce karyotype, il va avoir 45 chromosomes, mais il est dit équilibré. Regardez maintenant ce gamète. Il est bien entendu déséquilibré. Il va donner naissance à un chromosome 13, un chromosome 21 et un deuxième chromosome 21. Le résultat de ce mariage, le résultat de ce mariage dû à une translocation peut donner naissance à une trisomie 21, c'est-à-dire les maladies, les individus atteints du syndrome de Down, qu'on va voir par la suite. Et si ce n'est pas la trisomie 21, c'est la trisomie 13. Si ce n'est pas la trisomie 13 ou 21, ça sera la monosomie 13 ou 21. Donc soit il y a un chromosome 13 en plus, un chromosome 21 en plus, un chromosome 21 en moins, ou bien un chromosome 13 en moins. Donc vous pouvez constater que là aussi, une partie des gamètes ne donne pas naissance à des gamètes normaux, et donc il va y avoir des zygotes déséquilibrés. Voilà, j'arrive au terme de cette partie dédiée aux anomalies de structure. Ce qu'il faut retenir là aussi pour cette partie, c'est le fait que le changement de la structure interne d'un chromosome, d'une part, elle va aboutir à des anomalies de méiose, à des difficultés de méiose et à la production d'une bonne partie de gamètes non viables. Cette bonne partie, elle est évaluée à 50%, parfois même un peu plus. Et donc on arrive
à ce qu'on appelle des phénomènes de semi-stérilité. Donc les personnes éventuellement qui sont stériles ou peu fécondes, elles ne sont pas complètement stériles, mais elles ne sont pas fécondes normalement, une partie de leur anomalie peut être due à des anomalies de structure au niveau des chromosomes. Mais même avec une anomalie structurale, on l'a vu avec les translocations robertsoniennes, on peut arriver à des anomalies de nombre. Donc on a démarré d'une anomalie de structure pour arriver à une anomalie de nombre. Ces mêmes anomalies que l'on va voir dans un cours prochain. Merci beaucoup pour votre attention.